vrai, faux ou flou le tour des arguments du débat sur la SNCF. Les débats sont souvent vifs sur les questions liées au statut de cheminot, à la privatisation ou à l'avenir du réseau français, et chacun déroule ses arguments selon son point de vue. Nous avons tenté de décrypter ce qui relève des faits, de la spéculation ou des fantasmes. Lire aussi. Comprendre la réforme de la SNCF en 9 points. Ce qu'on entend. Le conseiller régional d'Île-de-France Julien Drey, Parti socialiste, a accusé, dimanche 2 avril sur Europe 1, le gouvernement de préparer la privatisation de la SNCF. Un argument récurrent ces derniers jours, repris par Attaque France, par le député de la France Insoumise Éric Coquerel, ou encore par Jean Messia, membre du bureau national du Front National. La réforme voulue par le gouvernement ne prévoit pas de privatiser la SNCF, mais d'en changer le statut. Alors qu'elle est actuellement un établissement public à caractère industriel et commercial, EPIC, le projet prévoit d'en faire une société anonyme, à capitaux publics avec des titres qui seraient incessibles. Pour faire simple, la SNCF restera une société à fonds publics, mais des opérateurs privés concurrents pourront faire circuler des trains à leur tour. Il est donc faux, en l'état, d'affirmer que le gouvernement va privatiser la SNCF. Personne ne parle de privatiser la SNCF, assure d'ailleurs la ministre chargée des Transports, Elisabeth Borne. Mais il est vrai qu'elle ne peut pas s'engager pour les gouvernements à venir. Par ailleurs, des directives européennes imposent aujourd'hui aux pays membres de libéraliser leur secteur ferroviaire. Ces directives ont été adoptées par les gouvernements européens, y compris français, et par les eurodéputés. Le 4e paquet ferroviaire qui trace les contours de l'ouverture à la concurrence, a ainsi été adopté fin 2016 par le gouvernement socialiste de l'époque. Les explications. SNCF, que signifie l'ouverture à la concurrence? Ce qu'on entend. La réforme de la SNCF va-t-elle conduire à la suppression des liaisons ferroviaires non rentables? C'est en tout cas ce qu'estime Olivier Besancenot, du nouveau parti anticapitaliste. Face à Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, dans l'émission politique sur France 2 le 15 mars, l'ancien candidat à la présidentielle a critiqué les suppressions à venir de lignes régionales. Il a également publié en parallèle sur Twitter une carte des petites lignes que la SNCF veut supprimer qui correspondrait à un tiers du réseau, soit environ 9,000 km. Les petites lignes ferroviaires que la SNCF veut supprimer, 1/3 du réseau. https://t.co/AOF5ebles. D'où vient cette crainte, qui agite beaucoup les usagers du rapport remis par Jean-Cyril Spinetta avant même la présentation de la réforme? Un chapitre consacré au paradoxe des petites lignes explique que les lignes classées en catégorie 8-7-9, qui représentent un tiers du réseau, soit 9,252 km sur 28,772, ne voient passer que 13 trains par jour en moyenne, avec moins de 30 voyageurs par train, et que ces dessertes coûtent 1,7 milliard d'euros pour 2% des voyageurs. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a pourtant assuré lors de la présentation de sa réforme qu'il n'était pas question de supprimer des dessertes, et qu'il ne suivrait pas le rapport Spinetta sur ce point. En réalité, le rapport lui-même ne préconise pas de supprimer toutes ces lignes plus subtilement. Il propose de concentrer les rénovations sur la partie la plus utilisée du réseau, et ensuite, si le maintien de la circulation n'est pas possible sur une ligne, et que l'investissement n'est pas économiquement justifié, de procéder à sa fermeture, ou de la transférer gratuitement aux régions concernées, qui prendraient alors la décision finale. Autre possibilité, évoquée par M. Spinetta, supprimer le train mais conserver une desserte par bus. Le gouvernement a donc raison d'affirmer que la réforme en cours ne va pas supprimer les petites lignes. La carte reprise par Olivier Besancenot, qui a largement circulé par ailleurs, ne montre pas du tout les lignes qui vont être fermées dans les prochaines années. Rien ne garantit en revanche qu'au moins une partie d'entre elles disparaissent à moyen terme, après l'ouverture à la concurrence des terres, comme envisagé dans le rapport Spinetta. Ce qu'on entend. Le coût de la SNCF pour les contribuables est l'un des arguments massus, repris notamment par le gouvernement ou par La République En Marche, LRM, qui écrit sur son site internet.
Le système ferroviaire français a reçu environ 10,5 milliards d'euros de contributions publiques en 2016. LRM ajoute à ce chiffre les 3,2 milliards d'euros de subventions d'équilibre au régime de retraite SNCF pour parvenir à une enveloppe globale d'environ 14 milliards d'euros, ce qui est en effet un peu plus que le budget de la police et de la gendarmerie, 12,8 milliards d'euros prévus en 2018. Certains calculs ajoutent également à ce chiffre les 3 milliards d'euros de déficit annuel du même régime de retraite. Reste que ce raisonnement est assez grossier. D'abord, il faut rappeler que les difficultés du régime des retraites de la SNCF sont d'abord dues à un déséquilibre démographique. Seules 6 personnes cotisent à ce régime pour 10 bénéficiaires, selon les chiffres de la Commission des finances du Sénat. Par ailleurs, les 10,5 milliards de contributions publiques hors retraite mélangent des choses bien différentes. 5,5 milliards d'euros correspondent aux compensations versées par les autorités organisatrices des transports, TER, TET, Transilien. Ce chiffre inclut notamment les tarifs sociaux accordés sous conditions. 3 milliards d'euros pour les subventions d'investissement d'infrastructures, 1,7 milliard, et de matériel roulant, 1,3 milliard. 2 milliards d'euros pour les redevances d'accès au réseau. Il est forcément réducteur de présenter ces dépenses simplement comme des coûts, en occultant les bénéfices économiques et sociétaux qu'elles peuvent apporter. Par exemple, les tarifs subventionnés permettent de faciliter l'accès au transport pour des publics souvent défavorisés, comme les demandeurs d'emploi qui doivent se rendre à un entretien d'embauche. Pour aller un peu plus loin dans ce débat, on peut également relever que toute infrastructure de transport nécessite des investissements considérables. Les routes françaises coûtent, elles, plus cher encore que les trains, 15,2 milliards par an, selon Routes de France, sans compter la signalisation ou les accidents de la route. Ce qu'on entend. Les usagers s'interrogent sur les conséquences de l'ouverture à la concurrence pour leur portefeuille. Et des responsables politiques attisent leurs inquiétudes. Ainsi, pour Florian Philiot, président des Patriotes, la libéralisation, ça veut dire augmentation des tarifs pour les usagers. Je rappelle que quand on a libéralisé le gaz et l'électricité, les gens ont payé 70% plus cher. Un argument également utilisé à l'extrême gauche, par Pierre Laurent, secrétaire général du Parti communiste français. La concurrence ne sert à rien, elle va conduire à augmenter les tarifs et à désorganiser le service public. Éric Meillet, porte-parole du syndicat Sudrail, affirme également, dans Reporters partout en Europe où le ferroviaire a été ouvert à la concurrence, le prix du billet a augmenté de 15 à 20% et la qualité de service s'est dégradée, sans donner la source de cette affirmation. Selon les défenseurs de l'économie de marché, la concurrence permet de faire baisser les prix et d'augmenter la qualité. Mais ce principe ne fonctionne pas toujours pour des services qui nécessitent d'énormes infrastructures et dégagent d'assez faibles marges. Ainsi, les transports ferroviaires, qui étaient au départ privés, étaient déficitaires, c'est même pour cela qu'ils ont été nationalisés. Comme l'ont détaillé nos confrères de France Info, Florian Philiot exagère quand il affirme que l'électricité et le gaz ont augmenté de 70% moins, même si ces tarifs ont en effet grimpé depuis l'ouverture à la concurrence. Mais il est difficile de comparer le marché de l'énergie, lié aux cours mondiaux du gaz et du pétrole, avec un service de transport, dépendant de l'offre et de la demande locale. Le gouvernement lui-même ne s'aventure pas à promettre des baisses de tarifs lors de l'ouverture à la concurrence. Elisabeth Borne préfère évoquer de nouveaux services et une meilleure qualité. Les exemples européens d'ouverture à la concurrence ne permettent pas de tirer de conclusions générales. Au Royaume-Uni, la libéralisation réalisée à marche forcée s'est traduite par une baisse de qualité des infrastructures et des conditions de transport. Le réseau a d'ailleurs dû être renationalisé, mais le service fourni par les opérateurs privés a plutôt du succès, ce qui n'a pas empêché le prix du billet de doubler en 10 ans. En Allemagne, les experts s'accordent à saluer une réforme bien menée, qui a augmenté la qualité et la quantité de l'offre, mais pour un prix qui reste élevé. En revanche, l'Italie et la Suède offrent plutôt l'exemple de réseaux où la libéralisation a fait baisser les tarifs, en augmentant la quantité de liaisons, mais au détriment de la qualité du réseau, voire de la sécurité. Lire aussi. SNCF, l'ouverture à la concurrence ne garantit en rien une baisse des prix favorable aux voyageurs. Ce qu'on entend.
Je ne sais pas s'il y a une culture de la grève à la SNCF, a déclaré Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, mardi sur France Info. Mais pas une année parmi les 40-45 années précédentes n'a connu une année sans grève. Il y a une tradition de rapport de force, une tradition de conflit. Selon les données compilées par la SNCF, des mouvements sociaux y ont bien été enregistrés chaque année depuis 1947. Il est donc juste de dire qu'il y a tous les ans des grèves dans le transport ferroviaire. Mais derrière ce constat se cachent de fortes disparités. En 1981 ou en 2002, par exemple, on ne comptait qu'autour de 35 000 journées de travail perdues lors de mouvements sociaux à la SNCF. Alors que ce chiffre a grimpé jusqu'à 4,7 millions en 1968, avec cependant un nombre d'agents disponibles 2 fois plus grand qu'aujourd'hui, ou 1 million en 1995. Si l'on rapporte ces journées de grève aux effectifs disponibles, on s'aperçoit ainsi que sur 71 années, il y en a eu 39 avec moins d'un jour de grève. On ne compte que 12 mouvements de plus de 2 jours depuis 1947, notamment en 1968, en 1995 ou en 2010. Ce qui est vrai, c'est que les salariés de la SNCF ont plus souvent tendance à faire usage de leurs droits de grève que l'ensemble des travailleurs français. La proportion de jours de grève y est environ 10 fois supérieure à la moyenne des entreprises publiques et privées, selon le ministère du Travail. Ce qu'on entend. Elisabeth Borne s'élève dans un vrai bar-oblique faux publié sur le compte Twitter de LRM contre ceux qui affirment que la réforme signerait la fin du statut des cheminots. Ici, la ministre des Transports joue sur les mots. Certes, elle dit vrai lorsqu'elle rappelle que les travailleurs actuellement embauchés sous le statut de cheminot n'en seront pas privés. Ceci dit, il est tout à fait juste d'affirmer que le gouvernement met fin au statut de cheminot pour les autres, c'est-à-dire les futurs recrues de l'entreprise. Il est tout à fait approprié d'évoquer une fin du statut pour les nouveaux recrutements, qui programment de fait la disparition complète du statut d'ici plusieurs dizaines d'années, lorsque les cheminots en poste aujourd'hui auront tous quitté l'entreprise. Ce qu'on entend. Beaucoup d'opposants à la réforme voulue par le gouvernement arguent du fait que contrairement à d'autres mesures, celle-ci n'avait pas été annoncée par le chef de l'État pendant sa campagne présidentielle. Attaque France estime ainsi qu'elle n'a aucune légitimité démocratique car elle n'a jamais été soumise au vote des Français. Le chef de l'État n'avait effectivement pas pris position sur le sujet pendant la campagne présidentielle. Ainsi, on ne trouvait aucune mention des expressions train, SNCF ou cheminot dans les 32 pages de son programme présidentiel. La partie mobilité de son programme sur son site de campagne mentionnait simplement un plan d'urgence pour les investissements de rénovation du rail et de la route, sans jamais évoquer la situation de la SNCF.